Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter les parties 1 et 2 de l'épreuve de maths de l'X filière PC 2025. Euh, Commentaire rapide sur l'épreuve, elle est quand même beaucoup plus accessible que ce qu'on a connu historiquement à l'X. C'est une épreuve un peu longue, mais où vraiment on peut bien avancer, l'énoncé nous guide très bien. Voilà, la filière MP, la maths A est plus costaud et avec des niveaux de raisonnement plus profonds, plus subtils. Donc voilà, écoutez, on va traiter les parties 1 et 2, et puis si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire et je traiterai la suite dans une autre vidéo. Donc voilà, on nous a défini juste des hypothèses, des notations de base, et puis on nous dit, on prend U et V deux vecteurs non nuls, on pose M égale U fois V transpose. Il faut montrer que M est une matrice carrée de taille n de rang 1. Donc on voit bien, hein, la matrice M, ça va être un produit d'une matrice colonne par une matrice ligne. Et donc, on voit bien que ça va nous donner une matrice carrée comme ça. Alors, déjà, on va dire que c'est le produit d'une matrice N1 par une matrice 1n. Donc, ça donne une matrice Nn. D'accord? Quand je multiplie, euh, quand je multiplie NP par PK, ça donne NK. D'accord? Il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Et voilà. Donc maintenant, on va montrer son rang. Donc on prend x dans f puissance n. Mx, c'est UVTX. Et là, on utilise l'associativité du produit matriciel. Donc c'est U fois VTX. Et VTX, en fait, c'est un nombre réel. C'est le produit scalaire de V par X. Donc Mx, c'est VTX, un réel, fois U. Ça appartient à vecte de U. D'accord. Donc, comment on peut intuiter ça? Ben justement, si on revient à mon dessin du début, euh, on voit bien que euh, chaque colonne ici, ça va être quoi? Ça va être mon vecteur U multiplié par ce coefficient. Et puis à nouveau ici, ça va être U multiplié par ce coefficient. Chaque colonne, en fait, va être proportionnelle à U. Et donc, c'est pour ça qu'on veut montrer que mx est fonction de U est, est proportionnel à U. Et donc, quand on multiplie juste par X, qu'on écrit la formule, ben, on a envie d'extraire ce qui n'est pas U. C'est VTX, et VTX, on se rend compte que c'est un produit scalaire. VTX, c'est une matrice ligne par une matrice colonne. Et ça donne un réel. D'accord? Voilà. Comme U est non nul, vect U est de dimension 1. Et donc, le rang de UVT, c'est 1. Hein, puisqu'on a pris X, on a multiplié par MX, donc On a, voilà, on a simulé l'ensemble de l'image de X, de M. Voilà, donc je pense que ça suffit. Si on veut être vraiment ultra prudent, on peut dire que là, en fait, euh, vraiment ultra prudent, on va dire que d'abord que l'image de M est inclue dans vecteur U, et puis ensuite, on va dire que l'image de M est différente de zéro car M est différente de zéro. Donc, le rang de M égale 1. Voilà, si on veut vraiment ceinture bretelle, mais je pense qu'il n'y a pas besoin ici. Voilà, on passe à la question 2. Dans la question 2, on nous demande de donner le rang de cette matrice J, où il n'y a que des 1. Alors, j'ai fait deux méthodes. La première où je suis allé, voilà, je l'ai fait sans réfléchir.
Il dit, bah, le rang de la matrice J, c'est la dimension de l'espace engendré par ces colonnes. Or, ces colonnes sont identiques et non nulles, c'est que des 1. Donc, le rang de J, c'est 1. Voilà. Bon, ça, c'est direct. Maintenant, quand on réfléchit, en fait, on peut s'inspirer de la question 1. On peut se dire que J, si on prend le vecteur U où il n'y a que des 1, ben J, c'est U fois U transpose, avec U non nul. Et donc, ben, on a bien que, d'après la question 1, le rang de J est 1. Voilà. Donc, ça marche. Ça, on peut dire euh, U appartient à Rn, hein. Ok. Troisième question. On prend K dans Mn de R carré de rang 1. Il faut montrer qu'il existe U et V non nuls tel que K égale UVT. C'est-à-dire qu'on veut montrer que c'est une équivalence. Alors, ce qu'on va faire, ben, on va partir des colonnes de K. K, on va nommer ces colonnes C1 jusqu'à Cn. Et on va noter F, l'espace engendré, par C1 et Cn. Comme le rang de K vaut 1 et que c'est différent de 0, alors K est non nul et il existe un I tel que CI est non nul. Parce que sinon, si tous les CI étaient nuls, ça voudrait dire que toutes les colonnes sont nulles, ça voudrait dire que K est nul. Ça contredit le fait que le rang est 1. Et donc, on a la dimension de vect CI qui vaut 1, c'est-à-dire que bah, euh, ça, oui, puisque CI est non nul. Et on a le rang de K qui vaut aussi 1. Donc, vect CI, c'est inclus dans F et il a la même dimension que F. F, c'est le vect de C1 à Cn. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de montrer? On veut juste montrer que vect C1 à Cn, c'est égal à vect CI. D'accord? Donc voilà, F, ça vaut vect CI. Maintenant, on prend J dans 1 et N. Chaque CJ est dans vect CI, donc on peut trouver un alpha i dans R tel que CJ vaut alpha i fois CI. On a montré que chacune des colonnes de K est proportionnelle à au moins à la colonne ou à une des colonnes non nulles. Parce que le risque, c'est que si on prend n'importe quelle colonne aléatoirement, elle pourrait être nulle. K peut avoir des colonnes nulles. Et à ce moment-là, ça ne nous donne pas un générateur de l'image. Donc, on prend un CI non nul et on montre que, ben, du coup, comme le rang est 1, que chaque CI va être proportionnel chaque CJ est proportionnel à CI. Et donc, on pose V transpose, c'est les alpha I. Et on prend U qui vaut CI. Et à ce moment-là, on voit bien que U fois VT, c'est alpha 1 fois CI, alpha 2 fois CI, etc., jusqu'à alpha N fois CI. D'accord? Et donc, on en déduit que bah, ça vaut quand. Alors, si est non nul, donc U est différent de 0. Alpha I vaut 1, puisque CI, ça vaut une fois CI. Donc, V est différent de 0. Et donc, on a bien montré qu'il existait U et V non nuls, tel que K égale U fois V transpose. Là, sur celle-ci, on aurait pu, sur cette partie-là, aller un petit peu plus vite. D'accord? Je vais vous dire à l'oral ce qu'on aurait pu dire. En fait, une fois à partir de là, ça, jusqu'ici, c'est nécessaire. D'accord? Jusqu'ici, c'est nécessaire d'exhiber un CI non nul. Et après, on peut juste dire comme le rang est 1, toutes les colonnes sont proportionnelles. Et donc, toutes les colonnes sont proportionnelles à CI, puisque CI est non nul. Bon, voilà. Vous pouvez l'écrire comme ça. Là, j'ai écrit 3 lignes pour expliquer qu'en fait, l'espace engendré par toutes les colonnes, c'est l'espace engendré par CI, parce que CI est non nul. Mais bon, rien de majeur. Là, on est à 2 minutes près sur une épreuve de 4 heures. Ça ne prête pas du tout à conséquence. L'essentiel, vous voyez, c'est d'avoir des raisonnements qui sont bien propres, bien structurés, de rassurer le correcteur, qu'il comprenne que vous savez ce que vous faites. Et voilà, comme ça, il vous permettra d'être peut-être plus rapide, de prendre quelques raccourcis
plus tard dans l'épreuve. Question 4 maintenant. On prend quatre vecteurs non nuls tels que UVT égale XYT. Et il faut montrer que ça, c'est vrai si et seulement s'il existe lambda réel non nul tel que U égale lambda X et V égale 1 sur lambda Y. Donc, OK, on fait le sens direct. Donc, K égale UVT égale X, YT. D'après la question 1, le rang de K vaut 1. Et donc, pour tout Z dans Rn, KZ appartient à vecte U et KZ appartient à vecte X. Hein, puisqu'on a montré que pour une matrice K qui s'écrit de cette forme, l'espace image est engendré par le vecteur, le premier vecteur de ce produit, le vecteur colonne. Ça veut dire que l'image de K, ça vaut à la fois vecte U et vecte X. Donc ça veut dire que U appartient à vecte X. Puisqu'on a deux espaces de dimension 1 engendrés par deux vecteurs, c'est qu'ils sont collinéaires. Donc il existe lambda appartenant à R tel que U égale lambda X. Et comme U est non nul, lambda est différent de 0. Bon, voilà, donc on a trouvé un lambda. Il vérifie U égale lambda X. Maintenant, on doit vérifier pour V. Donc on repart de l'expression UVT égale lambda XVT égale X YT. Et donc, on peut multiplier à gauche par X transpose, puisqu'on veut garder les V et les Y. On multiplie par X transpose pour avoir un XTX. Et XTX, on reconnaît la norme de X au carré, qui est non nulle, puisque X est différent de 0. Donc, on peut simplifier et on trouve lambda VT égale YT. On transpose et ça donne lambda V égale Y. Hein, c'est juste qu'on est passé de vecteur ligne à des vecteurs colonnes. Et donc, on a bien V égale 1 sur lambda Y. Voilà. Puisque lambda était différent de 0, on n'a pas de problème là-dessus. Voilà. Réciproquement, ça c'est le sens direct, c'est plus facile puisque c'est un simple calcul. On écrit UVT en partant de U égale lambda X et V égale 1 sur lambda Y avec lambda non nul. Et les lambda et 1 sur lambda se simplifient et on trouve XYT. Voilà. Donc, vous voyez, ça va tout droit. Question 5. Moi, ce qui me surprend dans cette épreuve, c'est que c'est quand même des questions et des choses assez classiques. Donc, bon, c'est une entrée en matière, je trouve, assez gentille. Question 5, on prend K de rang 1, U et V tel que K égale UVT, donc ça, on sait qu'ils existent. Et on sait qu'ils sont non nuls. Donc, montrer que la trace de K, ça vaut V scalaire U. Donc, on va juste écrire UVT, enfin, les coefficients et exhiber la trace. Donc, on pose U, c'est U1 jusqu'à UN, V égale V1 jusqu'à Vn. K, c'est UVT, c'est les KIJ. Et donc, pour tout i appartenant à un N, ben, KII, c'est UIVI. Et donc, la trace de K, c'est la somme des KII, c'est la somme des UIVI. Et ça, c'est exactement VT fois U. Donc, voilà, trace de K, c'est V scalaire U. Voilà, et c'est direct. Montrer que K2, c'est trace de K fois K. Donc ça, ben, on a envie d'écrire K2, UVT, UVT. Hein. Et puis, par associativité, on reconnaît, puisqu'on veut exhiber un K, K c'est U fois VT, on a envie de garder le U de gauche et le V de droite. Et donc, par associativité, on reconnaît un produit scalaire au milieu. Et donc, K au carré, c'est VTU, UVT, puisque VTU, c'est un scalaire. Hein. Donc voilà, VTU, c'est V scalaire U, c'est un scalaire. On peut le sortir. Et donc, K au carré, c'est trace de K fois K. Puisque la trace de K, on avait vu que c'était VTU. Voilà. Dernière question de ce 5. En déduire que K est diagonalisable, c'est seulement si la trace de K est non nulle. Là aussi, c'est un exercice classique. Hein. Donc, si la trace de K est non nulle, on fait d'abord le sens réciproque. Alors, x2 moins trace de IKX, c'est trace de K et non pas trace de X. Voilà.
Ça, c'est un polynôme scindé à racine simple, qui sont 0 et trace de K. Et c'est un polynôme annulateur de K, donc K est diagonalisable. C'est un critère de diagonalisabilité, c'est être annulé par un polynôme scindé à racine simple. Donc voilà, ça c'est direct. Alors réciproquement, on va faire par contraposé. On dit comment je vais montrer si K est diagonalisable alors trace de K nul, non nul. Euh, oui, en fait, oui, bon, j'en aurais pu faire direct. Maintenant que j'y pense, je vous dirai le direct juste après. Bon, là, je suis parti sur une contraposée, c'est que j'ai supposé que la trace de K était nulle. On en déduit que K carré vaut 0. Donc le spectre de K est inclus dans 0. Et si K était diagonalisable, alors le spectre de K serait 0. Donc K serait semblable à la matrice nulle. Et donc K serait nul. Ce qui est absurde puisque le rang de K égale 1 par hypothèse. Donc K est non diagonalisable. D'accord? Et donc on a montré par contraposé, K diagonalisable implique trace de K non nulle. Le sens direct, c'est on prend K diagonalisable. À ce moment-là, on suppose par l'absurde que trace de K est nulle. À ce moment-là, ça veut dire que K au carré égale 0. Ça veut dire que la seule racine, le spectre de K est inclus dans 0, dans le singleton 0. Comme K est diagonalisable, ça veut dire que sa seule valeur propre est 0. Et donc, ça veut dire que K est semblable à la matrice nulle, et donc K est nul, ce qui est une contradiction. Donc voilà, c'est la même façon, et on pouvait le faire directement sans passer par la contraposée. Ok, voilà, pas de difficulté. À mon avis, si vous trouvez des difficultés, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et je vous répondrai individuellement avec plaisir. Sixième question de cette partie 1. On prend P dans MM2R. Montrer que P est un projecteur orthogonal de rang 1, si et seulement s'il existe Y dans Rn de norme 1 tel que P égale Y transpose. Donc ça, c'est presque du cours. Il faut savoir ce que c'est qu'un projecteur orthogonal, il faut pouvoir le qualifier. Donc P est un projecteur orthogonal de rang 1. Ça veut dire que R puissance n se décompose en somme directe orthogonale entre le noyau et l'image. D'accord? C'est ce qu'il y a dans la deuxième ligne à l'écran. Comme le rang de P est 1, ben, je peux trouver un élément Y0 dans l'image de P qui soit non nul. Et ensuite, je le normalise, pardon. Je prends Y égale Y0 sur norme de Y0. Là, j'ai un vecteur de norme 1. Et on voit bien que l'image de P, c'est vect de Y. Et maintenant, il faut montrer que P vérifie Y transpose. Donc, je prends X dans R puissance N et je le décompose dans ma somme directe, qui est RP plus image de P orthogonale. Donc, je vais écrire X, c'est alpha plus AY, avec petit a dans R, c'est-à-dire un élément de vect Y, et alpha, un élément de ker P. Et donc, Px, c'est P alpha plus Py, c'est AY. D'accord? Puisque P est un projecteur. Sur vecteur Y. D'accord? Cependant, maintenant je prends Y fois YT de X, c'est YYT alpha plus YYT de AY. Comme alpha est dans le noyau de P, il appartient à l'image de P orthogonale, puisque le noyau et l'image sont orthogonaux. Et Y est dans l'image de P. Ça veut dire que alpha scalaire Y vaut 0. Donc mon premier membre ici, il disparaît. Et donc il me reste YYT fois AY, je peux sortir le A. Et je peux utiliser l'associativité à nouveau pour dire que c'est AY, YTY. Et donc, voilà, je ne l'ai même pas écrit par associativité parce qu'on l'a mis plusieurs fois. Je pense qu'à ce stade-là, le correcteur a compris qu'on a compris. Donc, voilà, YTY, c'est Y scalaire Y, c'est la norme de Y au carré. Et donc, on obtient bien que YYT, pardon, X
ça vaut AY, et donc c'est exactement comme le PX qu'on avait trouvé ici. D'accord? Donc, ça c'est vrai pour tout X dans R puissance n, donc YT vaut P, avec norme de Y égale 1. Voilà, ça c'est le sens direct. Maintenant, réciproquement, s'il existe Y dans Rn tel que la norme de Y vaille 1, on veut montrer que P égale YYT est un projecteur orthogonal de rang 1. Y est non nul, et P vaut YYT, donc d'après la question 1, le rang de P vaut 1. Ça, on réutilise juste la manière d'écrire une matrice de rang 1. Maintenant, on pose le F, c'est vect Y, et on peut décomposer Rn, qui est de dimension finie, en somme directe entre F et F orthogonal. Ça, c'est du cours. Donc, comme Y est non nul, la dimension de FY, la dimension de vect Y, c'est 1. Et donc, si je prends X dans F, donc dans vect Y, je sais que X est proportionnel à Y. Donc, X égale AY, enfin, il est collinéaire plutôt. Et donc, je calcule mon Px. Et je veux montrer que on a bien un projecteur orthogonal, c'est-à-dire que P, c'est l'identité sur F, et il a pour noyau l'orthogonal de F. Donc, Px, c'est donc exactement de la même manière que tout à l'heure. On va exhiber un norme de y au carré. euh, et donc, ça vaut AY. Et donc, ça vaut x. Donc, Px égale x. Là, il y a un petit risque. Ok, si j'ai pris un petit risque ici, juste pour être clair, je serais plus à l'aise ici d'écrire plutôt que ça. Je serais plus à l'aise d'écrire euh, A, Y, Y, T, Y. D'accord? C'est que la norme, elle est plutôt à droite, là, la mettre au milieu, et que j'ai fait à la fois cette opération d'associativité et je l'ai sortie. Bon, en principe, ça passe parce qu'on est à un moment où on a déjà montré au correcteur qu'on a compris, mais oui, on pourrait perdre quelques points, hein. Donc, on a montré que sur F, et x vaut x, c'est l'identité sur F. Et sur F orthogonal maintenant, je prends x dans F orthogonal. Là, on va montrer que Px, ça vaut 0, en exhibant le produit scalaire yPx par associativité, et y scalaire x, ça vaut 0, puisque x appartient à F orthogonal, c'est-à-dire vect y orthogonal. Donc, il est orthogonal à tous les éléments collinéaires à y. Donc, P, c'est le projecteur orthogonal sur vect y, parallèlement à vect y orthogonal, et il est de rang 1. Voilà. Voilà pour cette première partie. Je vais m'arrêter là. Je ferai dans une deuxième vidéo la deuxième partie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous aimez la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, et vous pouvez même activer les notifications si vous voulez être mis au courant lorsque je pose de nouvelles vidéos. Mettez-moi aussi en commentaire toutes vos suggestions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.